Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une base militaire isolée du Nevada, perdue entre des étendues désertiques et des montagnes lointaines aux crêtes dentelées, balayée chaque jour par un vent chaud chargé de poussière et de sable rouge, Leila Anderson vivait dans l'ombre, comme un fantôme volontairement effacé du monde. Le matin, bien avant le lever du soleil, alors que le ciel était encore d'un bleu profond piqué d'étoiles, elle se levait sans un bruit dans sa petite chambre spartiate du dortoir des techniciens. Tout y était ordonné, presque militaire, un lit parfaitement fait, des bottes alignées, un unique cadre retourné sur le bureau. Elle enfilait sa combinaison grise de mécanicienne, frottée à la main chaque soir, et attachait ses cheveux épais en une tresse serrée qui longeait sa nuque, comme pour retenir le poids d'un passé trop lourd à porter. Puis, elle descendait le long du couloir étroit, croisant à peine d'autres silhouettes ensommeillées, et se dirigeait vers le hangar numéro 4. Là-bas, le vacarme des turbines, le grincement métallique des chaînes, et l'odeur entêtante de carburant et de graisse étaient les seules choses qui lui parlaient vraiment. Les autres techniciens, jeunes et bruyants, l'ignoraient presque. Les officiers, eux, lui lançaient de temps en temps un ordre bref. Anderson, vérifiez la pression du compresseur sur l'Aigle 3. Anderson, il y a une fuite hydraulique sur le F-18. Faites le nécessaire. Elle répondait sans émotion, d'un simple « oui, chef » ou d'un léger hochement de tête. Jamais plus. Elle parlait peu, ne partageait ni café, ni pause, ni souvenir. Son regard, sombre et souvent baissé, donnait l'impression qu'elle ne cherchait pas à exister dans cette base, mais seulement à survivre en silence. Elle effaçait les traces de son passage comme une ombre efface la lumière. Mais ce que personne ne savait, ni les jeunes recrues pleines d'assurance, ni même le commandant de la base qui la saluait distraitement chaque semaine, c'était que Leila n'était pas née dans les hangars. Elle ne s'était pas formée entre les boulons et les bidons d'huile. Non. Leila Anderson avait été capitaine Leila Anderson, pilote de chasse d'élite. Elle avait porté le casque avec la visière teintée, volé à Mach 2, mené des missions classifiées dans des zones où l'oxygène était aussi rare que la pitié. Elle avait été la première femme noire de l'histoire de l'US Air Force à commander une escadrille tactique internationale, dirigeant des hommes bien plus âgés et bien plus gradés, avec un mélange de précision glacée et de détermination brûlante. Son nom était autrefois prononcé avec admiration, parfois avec jalousie. Les journaux militaires avaient titré « Le Faucon Noir », capitaine Anderson redéfinit l'excellence. Et pourtant, aujourd'hui, ce nom ne résonnait plus que dans sa propre tête, à la tombée de la nuit, quand elle s'asseyait sur son lit, les mains encore tachées de cambouis, et qu'elle ouvrait la vieille boîte en métal rouillé cachée au fond de son armoire. À l'intérieur, une photo froissée d'elle et de son frère jumeau Elia, souriant dans leur combinaison de vol. Une médaille de la bravoure. Une plaque de casque. Et une lettre jamais envoyée, adressée à sa mère. Son passé glorieux n'était plus que poussière enfermée, figée dans cette boîte comme un souvenir qu'on redoute autant qu'on chérit. Leila ne volait plus. Elle ne rêvait plus. Elle se contentait de marcher sur terre, là où les cieux ne pouvaient plus l'atteindre. 8 ans plus tôt, Leila Anderson et son frère jumeau, Elia, formaient dans les airs un duo que rien ne semblait pouvoir arrêter. Ils étaient nés à 1 minute d'écart, et c'était à peu près le seul moment où ils avaient été séparés. Depuis leur plus jeune âge, ils faisaient tout ensemble, mêmes écoles, même passion, même rêve de voler. Ils s'étaient engagés dans l'armée de l'air comme 2 flèches tirées vers le ciel, liées par un instinct fraternel aussi solide qu'une structure en titane. Dans les cockpits, leur coordination était légendaire. L'un virait à gauche, l'autre savait déjà comment couvrir son angle. L'un piquait, l'autre ouvrait le feu sans un mot. Ils avaient développé un langage fait de silence, de gestes précis et de regards rapides à travers les visières teintées. Leur surnom dans les escadrons était les âmes jumelles, et les rapports militaires disaient qu'ils opéraient comme un seul pilote, répartis dans 2 corps. Lors d'une mission classifiée, au-dessus d'un territoire instable dans les montagnes arides du Moyen-Orient, leur escadrille reçut pour objectif de neutraliser une base de lancement illégale. Les conditions étaient périlleuses, vents irréguliers, brouillage radar, système de défense improvisé mais redoutablement efficace. Ce jour-là, l'instinct n'aurait pas suffi.
Ils survolaient la zone à basse altitude quand les alarmes retentirent dans les cockpits. Le radar clignota frénétiquement. Un missile solaire à détection thermique venait d'être tiré, et malgré toutes les contre-mesures électroniques, il traçait droit vers la signature de chaleur d'Elia. Leila, d'un mouvement désespéré, essaya de le couvrir avec des leurres, des fumigènes, des manœuvres d'évitement. Mais le missile déjoua tout. Il était intelligent. Conçu pour frapper juste avant que l'éjection ne soit possible. « Ellie, éjecte-toi » hurla-t-elle, la voix tremblante de peur et de rage. Un silence de moins d'une seconde. Et puis, une explosion. Violente. Aveuglante. Déchirante. Le ciel fut soudain illuminé d'un feu orange, dévorant, suivi d'une pluie de débris en flammes. Le jet d'Elia, pourtant une machine d'élite, fut pulvérisé. Leila sentit son propre avion vibrer sous l'onde de choc. Ses instruments devinrent fous. Le réacteur numéro 2 s'enflamma. La carlingue hurla comme un oiseau blessé. Elle perdit le contrôle. Et en une fraction de seconde, le ciel devint terre. Elle s'écrasa dans une vallée rocailleuse, à quelques kilomètres seulement de l'ennemi. Ses jambes étaient en sang, sa mâchoire fracturée, son casque fendu. Elle ne se souvient pas des premières heures, seulement de la soif, du sable qui brûlait sa peau, et d'un visage ridé aux yeux noirs profonds penché sur elle, une vieille femme nomade, drapée de tissu bleu et gris, silencieuse mais bienveillante. Pendant 3 jours, Leila fut cachée dans une tente basse, sous des pots et des couvertures rugueuses. La vieille femme, qu'elle n'a jamais su nommer, lui apportait de l'eau, du lait de chèvre, un pain dur, et gardait les soldats éloignés grâce à une langue inconnue et une autorité naturelle. C'est cette femme, inconnue au bataillon, qui lui sauva la vie. C'est elle qui lui permit de survivre à l'attaque. Mais personne ne lui demanda jamais son nom. Dans le rapport officiel, elle n'était qu'un « contact local non identifié ». Lorsque Leila fut enfin exfiltrée, évacuée par hélicoptère sous haute tension, elle ne parla à personne durant tout le vol retour. Ni au commandant. Ni au médecin militaire. Ni au psychologue. Dans ses yeux, la guerre était finie, mais une autre guerre venait de commencer, une guerre silencieuse, intérieure. Elle refusa toute cérémonie. Elle ne voulut ni médaille, ni reconnaissance. Elle se contenta d'écrire une lettre de démission, froide, concise, qu'elle remit en main propre au général d'Orsay. Celui-ci, la voix grave, lui avait seulement dit : « Vous êtes une héroïne, capitaine. » Elle avait répondu : « Mon héros à moi ne reviendra pas. » Elle demanda à être transférée dans une base secondaire, loin du tumulte, loin des avions, loin des étoiles. Elle voulait vivre sur Terre. Là où Elia n'avait pas pu atterrir. Le soleil tapait dur ce matin-là sur la base de Rudstone, enveloppant le désert d'un halo tremblant. Les turbines bourdonnaient dans les hangars et l'air sentait la sueur, l'huile et le kérosène brûlé. C'est ce jour-là que débarqua le lieutenant Jackson Cooper, 27 ans, tout droit venu d'une base d'entraînement en Californie, un dossier impeccable sous le bras et une paire de lunettes de soleil miroir vissées au visage. Il était beau, bronzé, musclé, avec un sourire en coin qui semblait dire « Je suis le meilleur ici, et je le sais ». Fils d'un ancien colonel décoré et diplômé d'Annapolis, il avait grandi entouré de récits de gloire et de médailles suspendues dans des vitrines familiales. Il ne doutait de rien. Et surtout pas de lui-même. Dès son arrivée, il mit le pied dans le hangar numéro 4 comme dans un salon qui lui appartenait. Il regarda autour de lui, évaluant les visages, les postures. Et puis, son regard s'arrêta sur cette femme silencieuse, penchée sur un compresseur de réacteur, concentrée, le front perlé de sueur. Il s'approcha avec un rictus narquois. « Vous avez lu ça dans un manuel, madame la mécano ?» lança-t-il, les bras croisés. Leila ne leva même pas les yeux. Elle haussa simplement les épaules, nettoya ses mains avec un chiffon rugueux et tourna les talons sans un mot. Ce détachement inattendu lui coupa un instant le souffle. Il s'attendait à une réplique sèche, à une pique. Il n'eut que le silence. Un mur de granit. Mais ce n'était pas fini. Quelques jours plus tard, Jackson partit pour un vol d'entraînement au-dessus des canyons voisins. Un exercice de routine. Rien d'extraordinaire. Mais à 3000 pieds, une alerte rouge clignota sur son tableau de bord,
panne moteur partielle. Il parvint à se poser en urgence, mais de justesse. C'est Leila qu'on envoya sur le tarmac pour examiner l'appareil. Il la suivit discrètement des yeux depuis le bâtiment de contrôle. En à peine 13 minutes, elle identifia la cause de la panne, un capteur défectueux installé à l'envers, et remonta le système comme si elle l'avait fait les yeux fermés. Ce soir-là, Jackson resta longtemps assis seul, repensant à ses mots. Cette femme connaît ses machines mieux que moi, pensa-t-il. Il observa ses gestes les jours suivants. Sa précision. Sa posture. Sa connaissance des réactions de l'acier au bruit d'un décollage. Et il sut. Ce n'est pas une simple mécano. Il y a quelque chose. La tension monta lorsqu'un exercice aérien de haut niveau fut organisé. Il devait simuler une attaque complexe, en présence d'un général venu tout droit du Pentagone. La base entière était en effervescence. Les meilleurs pilotes étaient mobilisés. Jackson, bien sûr, fut désigné comme pilote principal. Mais la veille du vol, son ailier, le lieutenant Ramos, fut hospitalisé pour une réaction allergique sévère. Aucun autre pilote n'était disponible dans les délais. Dans la salle de réunion, les regards étaient tendus. Le général, agacé, fit claquer ses doigts sur la table. Et cette technicienne-là, celle qui connaît tous ses avions par cœur. Elle a déjà volé ? Un silence glacial s'abattit. Le regard de tout le monde se tourna vers Leila, adossée au mur, les bras croisés. Le colonel Shepard, commandant de la base, se figea. Il posa lentement son dossier sur la table. Il connaissait la vérité. Il savait qu'au fond de ce hangar travaillait l'ancienne capitaine Leila Anderson, première femme noire à avoir mené une escadrille en combat réel. Pendant un long moment, il fixa ses yeux sombres, profondément calmes. Capitaine Anderson, si vous acceptez, l'avion est prêt. Un silence. Puis un battement de cœur. Puis un autre. Leila ferma les yeux. Une vague de sensations la traversa, le rugissement du moteur, la pression du manche dans ses mains, les cris dans la radio, le nom de son frère dans sa gorge. Ses doigts tremblèrent. Elle les referma lentement. Elle inspira profondément, et dans sa poitrine, quelque chose s'ouvrit. Un fragment de ciel. Elle releva la tête. Je vole à l'aube. À l'aube, un silence presque religieux régnait sur la base. Le vent tiède du désert soulevait de petites vagues de sable, et le ciel s'éclairait doucement d'un or pâle, annonciateur d'un jour pas comme les autres. Dans l'ombre du hangar numéro 4, les lourdes portes métalliques se mirent à grincer. Lentement, elles coulissèrent, révélant une silhouette que peu de soldats reconnurent au premier regard, mais qu'aucun n'oublierait jamais. Leila Anderson avançait d'un pas sûr, vêtue de la combinaison de vol noir, ajustée à la perfection. Au-dessus de son cœur, brodé en lettres blanches, un nom que le désert n'avait pas entendu depuis 8 ans, Anderson, elle. Les discussions s'arrêtèrent net. Les mécanos posèrent leurs outils. Même les gradés s'immobilisèrent. Le lieutenant Jackson Cooper, qui vérifiait son casque à quelques mètres de là, la fixa, les yeux écarquillés. « Attendez. Vous êtes pilote ?» Leila le regarda à peine. Elle esquissa un léger sourire, presque imperceptible. Puis, sans un mot, elle grimpa à l'échelle du F-22 Raptor, ajusta son harnais, referma la verrière d'un geste fluide et précis. Un vrombissement sourd s'éleva alors que les moteurs prenaient vie. Le sol vibra. Puis, dans une accélération fulgurante, l'avion s'élança et s'éleva vers le ciel, tranchant l'air comme une lame. Dans le ciel nacré du matin, le Raptor devint une ombre dansante entre les nuages. Ce que Leila fit ensuite ne figurait dans aucun manuel. Ce n'était plus du pilotage, c'était une chorégraphie céleste, une œuvre d'art à 30 000 pieds. Elle entama une série de spirales serrées, puis fit un looping inversé, enchaîné par un piqué à 9G si précis que les radars en perdirent brièvement la trace. Elle frôlait les limites physiques, mais gardait une maîtrise absolue, comme si son corps et l'appareil ne faisaient qu'un. Chaque virage semblait guidé par une mémoire musculaire encore vive. Elle n'avait pas oublié. Elle n'avait jamais cessé d'être pilote. Elle s'était seulement tue. Depuis la tour de contrôle, les officiers retenaient leur souffle. Le général Donovan, invité de marque,
se redressa lentement, les yeux rivés au ciel. « Cette femme » murmura-t-il. « C'est une légende vivante. » Quand Leila atterrit, les roues du F-22 touchèrent le tarmac avec une douceur presque poétique. À peine la verrière ouverte, toute la base éclata en applaudissements. Des pilotes vétérans aux jeunes recrues, chacun ressentait qu'il venait d'assister à un moment historique. Le silence qu'elle avait gardé pendant 8 ans venait d'être remplacé par une vérité éclatante, brûlante d'admiration. Jackson, resté en retrait, s'approcha lentement, visiblement bouleversé. Son arrogance s'était envolée avec le décollage de Leila. Il n'était plus le jeune coq sûr de lui. Il était un homme qui venait de comprendre ce que signifiait réellement l'humilité, le talent et le deuil. « Pourquoi vous ne l'avez jamais dit ?» demanda-t-il, la voix basse, presque honteuse. Leila descendit calmement de l'échelle, ses bottes touchant le sol avec un calme profond. Elle lui répondit d'une voix posée, chargée d'années de silence. « Parce que j'ai oublié de vivre. Parce que j'avais peur que voler me rappelle tout ce que j'ai perdu. Mais aujourd'hui, j'ai compris que voler, c'est aussi ce qui me fait vivre. » Le colonel Shepard la convoqua 2 jours plus tard. Mais cette fois, ce n'était pas pour un blâme ou une affectation disciplinaire. « Capitaine Anderson, je vous propose un nouveau rôle. Officier formatrice. Vous formerez la prochaine génération de pilotes. Si vous l'acceptez. » Elle regarda l'écusson sur son ancienne combinaison, caressa les lettres de son nom du bout des doigts. Et accepta. Jackson Cooper fut le premier à rejoindre sa formation. Il était devenu plus humble, plus attentif, et au fil des semaines, Leila apprit à voir en lui non pas un rival, mais un élève sincère. Le respect mutuel grandit. Et une complicité nouvelle, faite de confiance, d'apprentissage et de seconde chance, les lia peu à peu. Mais Leila ne s'arrêta pas là. Elle créa un programme de mentorat pour les jeunes femmes issues des minorités, déterminée à ouvrir à d'autres les portes qu'on lui avait trop longtemps refusées. Un jour, lors d'un discours dans une académie militaire prestigieuse, devant une salle comble, elle déclara : « Mon frère est tombé du ciel. Moi, j'ai décidé d'y remonter pour 2. Et aujourd'hui, je tends la main à celles qui rêvent de voler. Mais qu'on a trop souvent cloué au sol. » Le silence qui suivit son discours ne fut brisé que par une ovation debout. Leila Anderson, autrefois l'ombre du hangar, était redevenue la voix du ciel. 1 an s'était écoulé depuis que Leila Anderson avait repris le ciel. La base de Redstone avait changé. Le silence pesant du hangar numéro 4 avait laissé place à des rires, à des échanges, à des voix nouvelles. Des jeunes femmes, issues de tous les horizons, circulaient entre les avions, les manuels techniques à la main, les yeux brillants de rêves concrets. Parmi elles, certaines portaient désormais une combinaison de vol. D'autres apprenaient encore à lire les vents, à comprendre les moteurs. Mais toutes savaient qu'elles étaient là parce que quelqu'un, un jour, avait osé briser le mur du silence. C'est lors d'une cérémonie solennelle, par un matin clair, que fut inauguré le dernier né de l'aviation tactique, le Phénix X-7, un avion de chasse à la technologie de pointe, conçu pour atteindre des vitesses supersoniques dans des conditions extrêmes. Tout le personnel de la base était réuni. Des hauts gradés, des anciens pilotes, des cadets. Même le général Donovan était revenu, cette fois sans protocole ni garde rapprochée, juste par respect. Et lorsque le drap noir fut retiré de l'appareil, un murmure traversa la foule. Sur l'aile droite du Phénix, gravé en lettres métalliques, on pouvait lire Leila Anderson pour ceux qui s'élèvent malgré les tempêtes. Certains baissèrent les yeux, émus. D'autres hochèrent la tête, comme pour dire, c'était mérité. Leila, debout au premier rang, ne put retenir un souffle profond. Elle tendit la main et posa ses doigts sur son nom, inscrit à jamais dans l'acier. Elle ne pleura pas. Mais ses yeux brillèrent. Les jours suivants, l'avion effectua son vol inaugural, piloté par Cadette Nia Thompson, l'une des premières protégées de Leila. Une jeune femme noire de 24 ans, au regard fier, au port droit, et à la voix assurée. Quand elle s'élança dans le ciel avec le Phénix, Leila resta au sol, casque en main, suivant chaque manœuvre avec la précision d'un cœur de pilote. Et dans le vrombissement des réacteurs, alors que l'appareil perçait les nuages comme un trait de lumière, un phénomène étrange se produisit.
Certains soldats jurèrent l'avoir entendu. Un son particulier, impossible à reproduire, presque trop harmonieux pour être mécanique. Comme deux ailes fendant le vent à l'unisson. Pas une, mais deux. C'est Elia, murmura un ancien pilote. Son frère vole avec elle, là-haut. Le vent soufflait, chaud et chargé de sable. Il semblait parler à ceux qui savaient écouter. Et parfois, très tôt le matin, quand le soleil frôle l'horizon et que le hangar numéro 4 s'illumine, certains affirment entendre le rire léger d'un frère et d'une sœur, et le grondement lointain de deux chasseurs fantômes dansant ensemble. Leïla ne cherchait plus à fuir le ciel. Elle l'habitait autrement. Pas pour la gloire. Pas pour les médailles. Mais pour transmettre. Un jour, devant un auditoire d'académie militaire, elle conclut un discours par ces mots. Le ciel n'est pas un lieu à conquérir. C'est un miroir. Il reflète ceux qui ont appris à voler sans oublier d'où ils viennent. Certains tombent. Mais tant qu'on vole pour eux, ils ne sont jamais vraiment partis. Et dans ce ciel, vaste et silencieux, quelque part entre les nuages et la mémoire, Leïla Anderson volait toujours.